C'est en 1830, sous la monarchie de Juillet, que s'organise pour la première fois une administration du patrimoine. Elle repose sur la création d'un poste d'ingénieur général des monuments historiques. Prosper Mérimée est l'un des premiers inspecteurs nommés à ce poste. En 1901, la loi relative aux droits d'association est propice à la multiplication des sociétés savantes. L'activité des associations donne l'esprit des lois de 1906 et de 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites dits artistiques, historiques, scientifiques, légendaires ou pittoresques. On ouvre la voie vers un élargissement important de la nature des monuments protégés. On passe du monument historique objet au monument historique espace. En 1952, sous la présidence de Nasser, le gouvernement égyptien lance le projet d'un nouveau barrage. Les travaux ont débuté en 1960, mais cet événement va mobiliser l'attention internationale. Le 14 octobre de la même année, à Marseille, on inaugure la cité radieuse de l'architecte Le Corbusier. Le terme patrimoine, d'usage plutôt notarial et juridique, apparaît pour la première fois dans son sens d'héritage culturel et de bien commun dans un décret d'André Malraux lors de la création du ministère des Affaires culturelles. La France est la France lorsqu'elle assume une part de la noblesse du monde. Ce nouveau ministère se donne pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre, et d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel. En même temps, l'UNESCO lance un appel à la préservation des sites urbains menacés de plus en plus par les travaux qui résultent du développement de l'industrie et de l'urbanisation. Le ministre des Affaires culturelles prend rapidement conscience de ce que cette vitalité urbaine signifie pour l'intégrité des quartiers historiques des villes. Alors, une loi du 4 août 1962 sur les secteurs sauvegardés va permettre de prendre en compte l'existence d'ensembles urbains cohérents et va organiser leur mise en valeur. À Lyon, à cette époque, le nouveau maire n'a d'autres objectifs que de moderniser sa ville et de combler le retard important en termes d'équipements urbains. Pour répondre à l'insalubrité, Louis Pradel met en place de nouveaux réseaux d'eau, d'égouts et développe les services de propreté. Il fait aussi construire des hôpitaux. Lyon est encore dans les années 60 appelée ville-usine ou grande cité industrielle. Soieries, automobiles, mécanique, chimie, construction électrique sont autant de secteurs qui continuent à faire la renommée lyonnaise. Les usines et ateliers tendent à être déplacés vers la périphérie, mais restent encore nombreux à Lyon et dans sa banlieue, donnant un caractère populaire et ouvrier très marqué à certains quartiers. De l'autre côté de la Saône, quai de l'Industrie, Vèze est l'archétype du quartier industriel. Dans les années 50, le quartier vivait au rythme de la Rhodia. Les ouvriers immigrés lui donnent des accents d'Algérie ou de Maroc. La généralisation de la voiture caractérise également de façon prégnante le développement urbain de Lyon à cette époque. D'importantes restructurations de voiries sont mises en route et les limites de la ville éclatent. Parallèlement, le centre, paupérisé, se dégrade et la question se pose de la place des quartiers anciens dans la ville. Louis Pradel projette de raser le vieux Lyon dont l'habitat est rendu à l'état de taudis. Il sort des cartons un projet de la précédente municipalité qui consiste à réaliser un grand boulevard urbain jusqu'à Fourvière. À Lyon, à cette époque, l'indexation de la valeur se fait sur la modernité. La partie semble jouer, mais une association va réussir ce qui semble alors impossible. C'est sous l'impulsion que lui donnent de jeunes professionnels de la presse que l'association Renaissance du Vieux Lyon rend possible l'application de la loi Malraux sur la protection des sites anciens. C'est d'abord pour des raisons de développement touristique et non de sauvegarde d'un patrimoine, le mot n'est d'ailleurs pas utilisé à l'époque par les défenseurs du quartier, qu'il s'intéresse au Vieux Lyon. Un quartier complètement déshérité, habité par des gens modestes, souvent copropriétaires de leurs appartements. La loi de 1948 ne leur permettait pas d'en tirer profit ni de les améliorer. Le Vieux Lyon se dégradait. Diverses actions sont menées par l'association pour défendre sa cause.
Le premier colloque des cités et quartiers anciens, Assises nationales de la sauvegarde et de la mise en valeur, a lieu à Lyon du 10 au 12 mai 1963. Et le Vieux-Lyon devient un des premiers secteurs sauvegardés de France en 1964. Mais Louis Pradel sait faire d'une défaite un avantage. Dans le projet de la rue Mercière, il monnaie l'abandon des projets de destruction rive droite de la Saône contre la neutralité de l'État dans cette opération. Le nord de la rue sera complètement détruit. À la fin de cette décennie, la sauvegarde du patrimoine n'est pas une fin en soi. Dans la même décennie, des réalisations audacieuses sortent de terre, qui deviendront des objets du patrimoine du XXe siècle. Le couvent de la Tourette, par exemple, édifié de 1956 à 1960 par Le Corbusier, aux limites du territoire de l'agglomération. Puis, les 2 immeubles d'habitation Mont-Sénor en forme de bar dessinés par Jean Zumbrunnen amorcent la rénovation à venir du quartier de la Pardieu. Ces bars constituent à Lyon le témoignage le plus abouti de ce qu'on appelle en architecture le mouvement moderne.